Donc Valentin, je t'invite à nous rejoindre du coup. Valentin fait une petite présentation de différence entre le long fast et le long moderate, c'est ça? Oui, routage et rôle, pardon. Parce qu'en fait, il y a des trucs qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce qui va vous imiter et éviter de surcharger les réseaux et compagnie. Ok, donc j'imagine que quand vous explorez l'application Android, vous tombez sur la page où on vous demande quel rôle vous voulez pour votre nœud. Et il y en a plusieurs. Donc je vais vous expliquer lesquels choisir, dans quelles circonstances, etc. Mais pour comprendre quel rôle choisir, il faut savoir comment fonctionne le routage quand même dans Meshtastic. Donc ça va être très simplifié, en même temps c'est assez simplifié, et comme ça vous arriverez mieux à comprendre comment ça se passe. Donc on peut y aller. Donc déjà il faut comprendre le SNR. Alors vite fait, c'est le signal, donc le rapport du signal reçu sur le bruit de fond ambiant radio donc en radio. Donc plus le niveau est haut, mieux c'est, et plus il est bas, pire c'est. Donc souvent à partir de moins 18, on comprend plus les trames et ça décroche. C'est ce qu'il faut regarder en tête. L'algorithme de routage se base sur le SNR pour répéter les trames et que tout fonctionne bien. Donc il y a beaucoup de texte, mais grosso modo, ça s'appelle du flooding. Donc en gros, une trame va être répétée par tout le monde tout le temps. Donc une trame peut être répétée au maximum 7 fois. C'est une limitation imposée par Meshtastic et c'est déjà très bien, sachant que nous, par exemple, sur Grenoble, pour passer de Grenoble à Lyon, on a besoin de 3 sauts maximum. Donc c'est déjà bien, il n'y a pas besoin de plus, mais on peut aller jusqu'à 7. Chaque nœud Meshtastic qui entend une trame va le réémettre, sauf si elle entend que cette trame a été retransmise par quelqu'un d'autre avant. Là, elle s'arrête, elle ne la retransmettra pas. Donc il y a chaque trame qui est envoyée, donc avant de la renvoyer, on décrémente le compteur et on l'envoie, évidemment. Chaque trame reçue est renvoyée, c'est ça. Donc du coup, il faut décrémenter. Il ne dit pas je l'ai reçue. Il écoute, il voit que personne ne la retransmet, du coup il la retransmet. Voilà. Et c'est en gros le flooding, ça va être sur le temps d'attente avant d'envoyer la trame. Donc ce temps d'attente, il est défini par le SNR. Ça marche. Si j'ai un module qui est au sud et que le nœud suivant va le retransmettre, qu'il est positionné au nord, si j'ai un module qui est à l'ouest, il ne va pas le retransmettre. Donc ça va partir côté nord et ça ne poursuivra pas côté ouest. Alors, si seulement le nord l'entend, c'est ça? Alors le nord l'entend, il va retransmettre. Oui. Celui qui est à l'ouest Va l'entendre. va l'entendre, mais comme il aura été retransmis, il ne va rien retransmettre. C'est ça, voilà. Donc le chemin qui sera parcouru par la suite continuera sur le nord et pas de l'autre côté. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a différents rôles et effectivement. Mais grosso modo, ça fonctionne quand même. On va le voir. Mais en gros, le temps d'attente, c'est dans votre cas, le temps d'attente, c'est vu que le nœud qui est très très loin a entendu la trame très faiblement, donc avec un SNR faible, pour lui, il le considère comme une trame venant de très loin, donc il doit mériter de passer plus loin encore. Donc c'est le nœud qui entend le moins fort qui va retransmettre le premier. Alors que le nœud qui entend super bien, il va attendre beaucoup plus longtemps avant de la retransmettre. Beaucoup plus longtemps, bien sûr, on parle en termes de millisecondes. Donc c'est pas... Et donc c'est comme ça qu'une trame va de plus en plus loin. Ça aura un impact, par exemple, pour un nœud qui est à l'intérieur d'une maison, il va entendre moins bien qu'un nœud qui est à l'extérieur d'une maison et il va le retransmettre alors que c'est pas ce qu'on veut. Parce que du coup, le nœud qui capte bien ne va pas le retransmettre parce qu'il l'entend. Enfin, c'est pour ça qu'on va parler des rôles juste après. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'algorithme qui est vraiment le truc de base et c'est le plus simple? Allez-y. La trame reçue quand le nœud, le SP32 ou le CPU reçoit la trame, elle est complète.
Sinon, le module, le SX1262, il dit direct qu'il a reçu quelque chose, mais c'est pas complet, donc le truc est ignoré. Donc ce sera toujours complet. On va répéter la question du coup. Non, mais la question c'était si une trame est mal décodée, est-ce qu'elle est traitée? Eh bien non, elle est ignorée. On peut passer du coup à la suite. Donc ça va être comment fonctionne donc la répétition. Donc là c'est le cas concret où c'est une image tirée donc, de la documentation Meshtastic. Donc il y a un nœud 0 qui émet une trame reçue par le nœud 1 et 2. Elle va être répétée. Donc direct, lui, il reçoit le nœud 0, il reçoit comme quoi elle a été répétée. Donc elle a la petite coche qui s'affiche sur l'application. Et c'est le nœud donc, le plus loin, donc le nœud 2, qui retransmet. Et du coup, le nœud 3 l'entend, mais le nœud 1, on voit sur le schéma, il ne passe pas en bleu, il ne réémet pas la trame parce qu'il a reçu la retransmission du nœud 2. Bon, c'est ce que j'ai dit, mais en mode schématique. Il n'est pas très clair leur schéma, mais je l'ai quand même mis. Voilà. Donc là, maintenant, on va vraiment passer à la liste des nœuds, des rôles, pardon. Donc, je vais expliquer ces rôles-là. Donc, les plus importants, client mute, très, très important. Ensuite, pour des cas spécifiques, le rôle tracker et sensor. Ensuite, pour ceux qui ont des points hauts et qui pensent que leur installation va aider tout le réseau, donc, il y a tout ce qui est routeur et repeater. Et enfin, un nouveau rôle qui est sorti il y a peut-être un mois, je ne sais plus, qui est router late. Donc, je vais commencer donc, par client mute. Donc, si on peut passer à la suite, s'il vous plaît. Donc, le client, c'est vraiment le rôle de base. C'est celui qui suit l'algorithme que j'ai cité avant sans dévier. Il obéit aux règles. Il permet la connexion Wi-Fi et Bluetooth via les applications sur le téléphone. Parce qu'il y a d'autres rôles qui ne le permettent pas. Donc, c'est le rôle de base. Quand on n'est pas sûr, on le garde et tout fonctionnera. Et donc, il y a aussi le client mute, qui est très important. C'est par exemple, si chez moi, j'ai un nœud avec une antenne sur le toit, mais que j'y accède pas. Par contre, j'ai un nœud à côté de moi qui a une petite antenne Rikiki, mais qui me sert, en gros, le nœud de ma maison, fait juste relais pour un nœud pour plus loin. Et ben, je vais me mettre en client mute. Ça veut dire que toutes les trames reçues par ce nœud-là ne seront pas répétées. Et donc, ne vont pas salir, entre guillemets, le réseau, alors qu'il a une antenne toute petite. On a le cas chez nous, on a un nœud en montagne qui arrive très bien chez tout le monde, même à l'intérieur des maisons. Par contre, s'il rémettait, ça pourrirait tout le réseau parce que derrière, c'est des nœuds Rikiki. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais voilà. Très important la notion de client mute et aussi à utiliser en déplacement parce qu'en déplacement, une voiture qui relaie, par exemple, c'est pas très efficace pour le réseau, ça va faire passer une trame, mais on ne sait pas trop d'où elle sort, d'où elle vient, et c'est quand même mieux d'être en client mute tout bêtement. Voilà pour les clients mute. Est-ce que vous avez des questions sur ces rôles-là ouais. Attends, il faut le micro. Moi, je voudrais juste rajouter un truc sur le client mute avant de te donner le micro pour ta question. Par exemple, les gens qui ont des TDEC. Oui, ouais. Des TDEC, c'est le petit module que j'ai, je vous montrerai. Voilà, ça, il en existe. Il y a même d'origine, il a même l'antenne qui est intégrée à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Typiquement, ça, là, c'est idiot de le mettre en autre chose qu'en mute quand tu l'as dans ta poche, quoi. C'est-à-dire qu'il ne va pas réémettre, parce que s'il réémet, il va réémettre autour de toi. C'est pas forcément utile. Donc ça, ou les petits trackers comme a autour du cou Eric GSP, que moi j'ai aussi en démonstration là-bas, là, les T1000E, typiquement, c'est génial de les mettre en client mute parce que du coup, ils vont pas relayer la portée qu'ils ont étant minimum. Pour donner une ordre d'idée, tu imagines un gros salon de l'auto, tu vois à peu près la population. Si tout le monde se promène avec un petit truc comme ça qui n'est pas en client mute, c'est un carnage. Quand tu vas le mettre en client mute, tu vas déjà vachement diminuer la charge du réseau. En gros, on essaie de faire propre sur le signal qu'on émet. Donc j'ai bien compris. Et ce qui serait bien de rajouter sur ces slides, Valentin, à terme, c'est de dire le client mute,
il ne faut pas hésiter de l'utiliser. Et les cas d'application, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai jamais osé mettre client mute parce que pour moi, je me suis dit, je ne vais plus rien mettre. Tu vois, c'est mal expliqué chez mes Quand on ne sait pas, on reste en client. Ça fera pas de mal si de base on a un appareil qui n'est pas performant. Ça... Ouais, mais tu vois, chez moi, j'en ai 3 ou 4, ils sont tous en client, alors que c'est celle du toit qui balance dehors, quoi. Oui, et du coup, tu vois, je viens d'apprendre aujourd'hui que client mute était plutôt à privilégier, quoi. Tout à fait. Ouais. Après, il me semble que peut-être dans la doc de Golix, ça a été expliqué, je ne sais plus. Oui, je confirme, il y a un article qui est fait dessus. Le client mute, vous pouvez le privilégier aussi si vous avez des nœuds qui servent pour faire de l'acquisition de température, etc., pour des capteurs de bout de ligne. Ils utilisent le bout de ligne, le nœud final. Le nœud final doit être en client mute. C'est le nœud qui a la moins bonne portée et qui va vous servir dans un coin de cave pour une ouverture de porte de votre cave, etc. Là, vous utilisez le client mute. Et par rapport à sensor ? Alors, on va y venir, mais en gros, voilà. Tracker et sensor. Mais on va peut-être continuer les questions, peut-être, parce que vu qu'il y a une slide après. Par rapport effectivement à ces clients mute, est-ce qu'on les voit également sur la carte Golix? Oui, tout à fait. Ils agissent vraiment comme un client classique. Juste, ils ne répètent pas les trames. Peut-être question au fond de la salle. Oui, s'il vous plaît, moi j'aimerais bien prendre les devants sur quelque chose. C'est qu'au niveau justement des possibilités, il y a aussi TAC, qui n'est pas dans la slide. Et notamment quand on se met en repeater, il y a la possibilité de muter TAC. J'aimerais juste voir avec vous si c'était possible de ne pas les muter et de les laisser passer. Parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir expérimenter bientôt et qui va être très utile pour le MCOM et pour les AdraSec. Ok, alors désolé, j'ai jamais joué avec TAC. Je n'ai jamais expérimenté, je ne sais même pas en quoi il correspond. C'est pas simple à premier abord. Ouais, de ce que j'ai vu, ça a l'air. Donc, désolé. Et pour le rôle repeater, on le verra après. Mais si vous voulez qu'il apparaisse sur la carte, il faut juste le mettre en rôle router. C'est tout. Alors, TAC, en fait, c'est tout simple. Hein. C'est un système qui permet notamment de renvoyer sur Android une application qui s'appelle TAC, donc ATAC pour les militaires et CIVTAC pour les civils comme nous. Et en fait, il va permettre notamment d'organiser des secours via une interface machine. Et du coup, Meshtastic va nous permettre d'envoyer les données en dehors du 5G. Voilà, c'est tout. Et du coup, justement, ne nous bloquez pas les TAC, s'il vous plaît. Ce protocole, on ne l'a pas utilisé encore. On ne cache pas qu'on est en bas débit. On ne le bloque pas, mais... Passer le micro. Hein. On n'a pas de channel AdraSec. On a du MCOM aujourd'hui et il y a des personnes de l'AdraSec notamment c'est un peu quelque chose aussi qu'on peut entre guillemets leur vendre, c'est de se mettre sur Meshtastic. Et du coup, en fait, eux, l'interface après, qui aujourd'hui est encore pour nous du laboratoire, hein, mais qui demain leur sera vraiment utile, c'est ce truc TAC. Et si en fait on le bloque, bah, en fait, le réseau là, en fait, on n'utilise rien du réseau Meshtastic qui, pour eux, serait vraiment, vraiment utile. Que ce soit pour leur mission de Gogno, pour de l'organisation de secours, enfin vraiment pour tout ce qui est faisable là-bas. Et en plus, c'est transmissible à des civils et à des préfectures directement, à des utilisateurs qui n'ont pas forcément de licence. Donc c'est vraiment, vraiment parfait comme utilisation. Je pourrais peut-être à l'occasion vous en faire une démonstration sur du 5G, mais demain, ce sera sur Mesh, vraiment. Qu'est-ce que c'est comme type de message Arnaud Attends, 2 secondes. Arnaud, parce que je crois que dans son département, ils ont une petite expérience là-dessus. Est-ce que tu peux... Alors, j'ai pas une grande expérience dans le département. On est en train de travailler sur le support de LoRa pour la transmission de messages, différents messages. Ce que je peux dire, en fait, au niveau de TAC, c'est que c'est un outil qui est développé autour du LoRa aussi également. Donc, en fait, ils ont une grande notion de, oui, effectivement, le payload doit être le plus petit possible. Et les démonstrations de TAC qu'on trouve actuellement sur YouTube montrent que, par exemple, l'idée, c'est d'avoir plusieurs utilisateurs terrain sur lesquels on peut lui donner une direction à aller, faire telle position, etc. Et que dans ces informations-là, on ait un payload le plus petit possible. Donc effectivement, c'est compatible avec un réseau LoRa. Là où en fait on va commencer à toucher du doigt, ça va être les histoires de entre guillemets de routage. Et alors moi je fais l'analogie, on en parlait avec Fred sur la route, c'est avec la PRS.
C'est-à-dire que l'APRS, c'est essentiellement de la position, mais on peut faire beaucoup de choses aussi avec. Il y a la possibilité de tout centraliser sur des serveurs, ce qui est pratique quand on est dans son coin, qu'on n'a pas de nœud et qu'on veut savoir ce qui se passe sur le mesh statique, sur le réseau LoRa, ce qui se passe, et avoir des informations de ce qui se passe de l'autre bout de la France, c'est bien. Mais il y a aussi une nécessité de pouvoir compartimenter les régions. Et c'est pour ça que quand, par exemple, on utilise un client logiciel, au moment où on se connecte, le serveur demande un filtre. Donc il existe des dizaines de filtres. Il y a des petites phrases à lui donner. Par exemple, le plus grand et le plus simple à utiliser, c'est M/10. M/10, ça veut dire que je veux recevoir les informations qui sont à 10 km autour de ma position. Je ne vais pas plus loin parce que là, c'était plus le sujet, mais c'était pour aller revenir sur la TAC, son application, et vu qu'on est nombreux radioamateurs aujourd'hui, faire l'analogie entre les deux. Il y a plein de choses. En fait, moi, ce que je pourrais proposer éventuellement, c'est qu'un vendredi soir, quand on fait une réunion, on en parle et tu nous fasses une démonstration via la réunion du vendredi, si ça vous va tous. Ouais. Enfin, tes réunions, elles sont là pour échanger, pour voir les nouveautés arriver. Pour reprendre ta question, il y a aussi d'autres choses qui se développent dans ce sens-là, mais qui sont moins avancées. Par contre, qui ne sont pas développées par les Américains, parce que certains ont quand même eu un peu la peur de l'Amérique. Dans un truc qui s'appelle le MPAC, chez Seed Studio, il y en a un exemplaire qui tourne en version très light là-bas, fait maison. Aujourd'hui, et c'est justement le but d'une des conférences de cet après-midi, c'est l'utilisation du LoRa en gestion de crise. Et là où on va commencer à pouvoir faire le tour des outils, c'est moi qui vais animer en partie. Et vous verrez, on fera une mind map et on rajoutera tous vos outils, parce que finalement, on a plein d'outils qu'on ne connaît pas forcément. Et je vous propose après, comme ça, on continuera les vendredis. On fera un vendredi de temps en temps, on te donnera, on fera partager à ton écran et tu pourras nous montrer des choses. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et je rajoute qu'on ne bloque pas du tout TAC. Hein. Bon, sauf sur le serveur MQTT parce que on ne l'a jamais vu, donc oui. Je ne l'ai jamais autorisé. Mais on ne bloque pas du tout TAC, sinon. En discuter puis essayer. De toute façon, on est là pour essayer les choses. Il y a des applis. En fait, il y a des applis Android et des applis. Ah. Hein ? Attends, bouge pas, j'arrive. Oh, Eric, ne te presse pas. Oui, parce que alors, je comble, hein, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Twitch. Coucou. Ah, très bien. Le peu que j'ai vu, parce que alors moi je découvre tout aussi, hein, là ça fait 15 jours, j'en peux plus, mais enfin bon. Le peu que j'ai vu sur Attack au passage, c'est qu'en fait c'est un plugin compatible mesh statique, mais qu'on utilise par l'application Android. Donc effectivement, je pense que c'est pas du tout une question de blocage de réseau de quoi que ce soit, c'est simplement en fait une utilisation possible du réseau mesh statique par l'application Attack, et c'est pour ça qu'on doit avoir. Alors moi je suis plutôt iPhone, mais j'ai sorti aussi un Android pour voir un peu la différence. Au passage, c'est vrai que c'est un peu mieux. Mais je suis pas fan, mais bon, oui, on peut faire plus de trucs. Mais apparemment, il y a d'ailleurs, je viens de la voir là, il y a une page sur le site Mesh Static dédiée au TAC et qui explique très bien en fait comment on peut tout simplement, si on est utilisateur de TAC, comment on peut installer le plugin en question sur l'Android, parce qu'il faut télécharger le en fait, truc comme d'habitude. c'est pas TAC un plugin de Non. Mesh Classic, c'est dans TAC tu incorpores un plugin pour Mesh Classic. Voilà. Et donc a priori on peut utiliser facilement le réseau. Et après tu peux avoir des Mesh cartes en offline parce que c'est quand même assez pour important. Pour tous ceux qui ont l'application, qui ont du coup basculé à un instant T leur application Android en compatibilité TAC. Quoi. Sauf que je vous souhaite quand même bon courage parce que l'application et les cartes en offline sont très très lourdes. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ou est-ce qu'on continue un petit peu ? Eh bien, continuons. Continuons. Donc, slide d'après, donc on va parler donc vite fait des rôles tracker et sensor qui ne sont ni plus ni moins, que des clients. Derrière, c'est des clients. Ça m'a paru étonnant, mais ce n'est pas des clients finaux. Ils transmettent bien les trames. J'ai regardé également dans le code source. Juste, ils ont une spécificité, c'est que si on active donc dans l'application le power saving, alors dans l'application en mode anglais, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais en gros, la carte, le CPU s'éteint et se réveille que s'il reçoit une trame LoRa ou pour émettre justement ce qu'il doit envoyer, soit sa télémétrie, soit sa position. C'est valable que sur les ESP32, effectivement.
parce que pas assez de monde utilise les autres cartes pour implémenter correctement les choses, mais ce serait possible. Là, c'est moi qui ai une question. D'après ce que j'ai cru comprendre, on ne peut utiliser en réalité les rôles tracker, enfin sensor, je ne sais pas, que sur le canal 0. C'est-à-dire que, ça c'est une précision importante, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, on ne peut pas utiliser dans le réseau mesh statique, on ne peut pas utiliser les canaux dits libres avec le mode tracker. J'ai cru comprendre ça. C'est que tout ce qui est télémétrie passe obligatoirement sur le canal 0. Mais du coup, si on se met en canal 0 en mode tracker par exemple, en fait, il faut le laisser de manière temporaire parce que ensuite, comme on n'est plus dans les indices des canaux ne correspondent plus, je suppose qu'il y a un décalage complet et que notamment le mode balise, il n'est plus utilisable sur le réseau Golix. Si j'ai bien pu comprendre, il faut simplement faire un choix là, de ce point de vue. Non ? Alors, tout ce qui est effectivement télémétrie, position, tout ce qui ne se voit pas, on va dire, à l'écran, passe sur le canal 0, le canal principal. Par contre, les nœuds qui reçoivent peuvent avoir ce fameux, par exemple, FR balise en mode 5, 6 ou au canal 7, ça marchera. Oui, c'est vraiment pour le décodage derrière en fait, que c'est important. Parce qu'en fait, derrière, ce n'est pas un numéro de canal qui est envoyé dans la trame, c'est un hash donc de la clé du canal et de son nom. C'est un XOR, enfin, c'est une opération comme ça. Et c'est comme ça que c'est retrouvé après sur les nœuds qui reçoivent la trame et qui refont... Et du coup, il n'y a pas de notion d'index de canal. Mais il faut bien un canal de départ. Donc, ils ont dit ça partira tout le temps sur le 0. Voilà. Par contre, si on fait une demande, on peut faire une demande depuis n'importe quel canal. Ça peut marcher sur n'importe quel... En fait, c'est juste dans le firmware. Ils ont hard-codé le canal en 0. Mais ils peuvent partir n'importe où et arriver n'importe où, ça marchera. Mais ce n'est pas dans le firmware. J'en ai un, oui. Stéréo. Si on a imaginé à l'origine de faire justement le 0 balise, bon, c'est qu'on est issu de la radio avec Patrick et quand on en a parlé, on s'est inspiré des systèmes, trunk, qui utilisent la voie 0 pour faire passer tout ce qui est information de non-communication. Donc après, le canal 1 pour les appels EMCOM urgence, et le canal 2 pour parler librement. Et les autres, on fait ce qu'on veut. C'était vraiment histoire de garder cette philosophie du trunk tel que nous, on l'a connu, ou on le connaît comme professionnel de la radio. On garde cette philosophie-là. Oui, mais tout à fait. Mais tout peut transiter sur le canal principal. Il y a pas de... Mais à l'origine, c'était parce que on avait des problèmes en MQTT, il me semble. Mais tu veux peut-être compléter, Patrick, pour... Moi, je vais juste en profiter pour dire juste une chose avant que Patrick parle, parce que comme il est très bavard. Je voulais saluer Fabstock, Little Titi 69 et je ne sais pas trop qui sont présents et qui interagissent un petit peu sur le truc. Donc, on nous a demandé si ça allait être retransmis après. Alors, normalement, Twitch doit garder 15 jours la vidéo, si mes souvenirs sont bons. Et on va essayer de regarder comment je pourrais la récupérer pour la stocker ailleurs. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, moi, c'est en fait tout ce qui est signalisation et qui n'est pas du message part sur le canal primaire. Donc, vous déclarez le canal primaire que vous voulez. C'est tout. Tout à fait. Il est appelé primaire ouais, tout à fait. Dans la personnalisation. Bon, et puis après, sur les autres particularités donc, de ces rôles, en tant que sensor, il y a des règles. Donc, si par exemple la carte voit qu'en utilisation radio, il y a 25% d'utilisation, alors pas l'émission, pas le fameux, on est réduit à 10% par heure. Vraiment, sur l'utilisation du canal, si elle dépasse 25%, les nœuds classiques n'envoient pas leurs infos de position et de télémétrie parce qu'ils disent qu'il y a des choses plus importantes qui doivent s'envoyer. Par contre, sur ces nœuds-là, ils s'en fichent. Vu que c'est quelque chose d'important, ils envoient quand même. Ils ont mis la règle à 40% au lieu de 25%. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit. Donc pour les positions, elles sont envoyées outre cette règle, et pareil pour les télémétries. C'est les seules différences avec ces rôles-là. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des questions pour ces rôles. On va passer du coup à des rôles plus importants, les rôles routeur et repeater. Donc le routeur, c'est très bien, mais c'est dangereux pour le maillage.
Alors, c'est moi qui le dis, mais c'est également la Meshtastic qui le disent, parce qu'ils ont fait un gros article pour dire attention avec ce rôle qui est méchant mais utile. Donc, il retransmet avant tout le monde. C'est-à-dire que autant les clients, ils attendent en fonction du signal reçu avant d'émettre, eux, ils s'en fichent. Dès qu'ils ont la trame, ils la réémettent. Ils n'attendent pas. Donc, ça veut dire que les clients qui l'entendent derrière ne répètent plus du coup. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut, sauf que si le routeur est mal placé ou que par exemple il a un flanc de montagne qui lui bloque tout d'un côté ou ce genre de choses, eh ben, la trame est perdue, elle ne sera pas répétée et ce sera dommage. Et également, il n'autorise pas les connexions Wi-Fi et Bluetooth, il les coupe et il met les cartes en veille automatiquement, donc surtout les ESP32. Donc du coup, on ne peut pas l'utiliser comme client. C'est normal, c'est fait pour la montagne, c'est fait pour dormir et pour ne pas consommer. Et par défaut, ils mettent les télémétries, c'est 2 fois par jour, il me semble. Enfin, tout est au minimum pour faire du routage. Le rôle repeater, c'est la même chose, sauf que tout ce qui est sa position, ses télémétries ou son nom, tout simplement, ne part pas en radio. Il faut vraiment lui demander et savoir comment lui demander sans interface graphique du coup pour avoir ces infos. Donc c'est très bien pour ne pas apparaître sur les cartes et pour être furtif pour pas qu'on se fasse piquer notre nœud par exemple si on veut pas pas dire où il est, etc. Et du coup voilà, bien retenir que ce rôle-là doit être vraiment placé au bon endroit et avoir une bonne vue et une bonne antenne. On peut passer à la diaporama suivante. Alors ça, c'est également une image du site officiel de Meshtastic. On a beau être sur un immeuble ultra haut en plein centre-ville, non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux être en haut du Mont Aiguille et ça marchera bien mieux. Parce que si plusieurs routeurs se voient et entendent la même trame, parce qu'ils sont tous les deux très hauts, ils vont parler en même temps. Donc du coup, en fait, ça va aider personne. Donc il faut bien savoir jusqu'où va notre routeur pour ne pas que les bulles s'entremêlent. Sinon, ça fait des collisions. Alors, pas tout le temps, évidemment, vu que c'est de la physique et de la radio, mais on peut avoir beaucoup plus d'émissions, de collisions, parce que ça parle en même temps. Et ensuite, des routeurs mal placés va consommer des sauts, peut-être qui ne seront pas utiles, parce que derrière, en fait, les clients eux-mêmes faisaient mieux le boulot. Donc, c'est dommage. Ou alors, ça va fonctionner sur un petit chemin, mais ça ne va pas aller plus loin. Du coup, voilà, les clients n'auront pas la chance de répéter des trames pour aller plus loin. Voilà, donc ils ont dit « Ok, c'est dangereux, donc on va faire un rôle intermédiaire qui s'appelle Router Late. » Donc, diaporama suivante. Ils ont dit « Ok, donc un routeur, ça émet tout le temps, le premier, et obligatoirement, ça n'attend pas. » Et bien, on va laisser au final le temps aux clients de faire leur propre maillage, donc par exemple en plaine. Et après, pour aller par exemple plus loin, le routeur late va prendre cette trame qu'il a entendue, une fois que tout le monde a parlé, et il va les mettre. Tout le temps. Donc ça veut dire que les clients vont pouvoir parler, vraiment la plaine va être contente, va parler, discuter, et ensuite notre trame va pouvoir aller plus loin. C'est bien pour couvrir par exemple une extrémité de réseau. Moi, donc, je suis de Grenoble, donc je connais bien mon réseau. Tout le réseau arrive à parler quand même en client, dans le centre-ville de Grenoble, etc. Sauf qu'on a un seul point qui n'est pas super bien dégagé d'un côté parce qu'il y a flanc de montagne, et on va dire qu'il est ouvert à 180 degrés. Par contre, il permet super bien de taper sur 43, 69 et un peu de 42. Et bien, après que tout le monde ait discuté, et ben, il va émettre sa trame, et ça va aller du coup du côté du 69 et du 42. Et c'est à ça que ça va nous servir, donc à mailler 2 réseaux ensemble, alors que sa position n'est pas non plus fabuleuse. Mais dans tous les cas, la trame va partir. Et c'est dans cela que ce rôle est important. Il y a aussi d'autres cas où il est important. Donc oui, sur un immeuble en plein centre-ville, comme ça, ça ne gêne pas que les clients discutent, mais dans tous les cas, la trame sera relayée après, donc pour les plus lointains, ils auront une chance d'avoir la trame. Alors vu qu'il attend que tout le monde ait discuté, effectivement, ça prend plus de temps pour avoir un message, mais au moins ça passe. Et après, voilà, si vous avez un routeur effectivement qui est en face, mais que vous êtes quand même sur un point haut bien placé, ça permet que les deux cohabitent. Parce que du coup, ils ne se marcheront pas dessus, vu qu'il y en a un qui parle direct et un qui attend que tout le monde ait parlé. Donc c'est un peu un rôle magique.
Sauf qu'effectivement, il rallonge le temps de transmission, mais pour la bonne cause. Ce mode-là qui est plutôt pas mal, surtout pour nous, le Québec, et que je me pose la question, c'est au niveau des nombres de sauts. Est-ce qu'il repart à partir du numéro qu'il a reçu, ou parce que si ça a été répété, admettons qu'on est au maximum à 7, ça a été répété 7 fois au sein de la cuvette, qu'est-ce qui, lui, cette trame, quand il va la remettre, il la remettre avec quel numéro de saut? Vu que c'est un routeur à la base, il garde le saut qu'il a entendu la première fois. Voilà. Donc c'est un routeur, donc il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de Bluetooth non plus. Hein, c'est un rôle entre les deux. Donc nous sur Grenoble on en a 2. Et par exemple, mon routeur Lite qui est donc sur une montagne voit en direct une grosse montagne, donc le mont Barmont à Lyon, qui lui est en routeur. Et donc il ne se chevauche pas parce que il y en a un qui est en routeur Lite, l'autre en routeur, et ça fait un bon maillage du coup entre les deux. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce rôle? Oui, l'allumer, voilà, c'est arrivé. Juste pour vous signaler qu'il y a quelqu'un qui vous donne le bonjour, c'est Nicolas, F8FKD du 29, du fond du monde, du bout du monde, qui a un des nœuds que vous voyez apparaître régulièrement, qui est en train de se déployer. Donc voilà, sur le Twitch, on est monté à 10 connexions sur Twitch déjà. Ouais, c'est pas mal. On a déjà eu quelques abonnements, 11. On a eu aussi quelques abonnements à la chaîne Twitch de Golix. Et donc le dernier, voilà, c'est Nicolas qui nous salue. Donc on salue aussi depuis son charmant petit village qui lui a une grande expérience de la gestion de crise version citoyen et entraide en tous, puisqu'il a été directement touché par les tempêtes qui ont touché la Bretagne il y a quelques années. Quelques mois, non, années. Non, allez, on va dire. Voilà pour le routeur Lite. On peut passer à la suite. Alors du coup, c'était un petit schéma cas concret de ce qu'il faudrait. Mais par exemple, pour que le client A puisse parler au client E qui est derrière, il va émettre sa trame. Le routeur va l'entendre directement. Donc il va la remettre direct. Donc B va se taire parce qu'il va l'entendre. Et ensuite, C et D vont l'entendre directement. Donc ils vont la répéter, eux, parce que c'est la première fois qu'ils l'entendent. Le routeur Lite va les laisser parler. Puis après, il va se dire « Ok, donc c'est à mon tour », il va parler, et donc le E et F vont l'entendre. Et l'un des deux va répéter si tout dépend de qui a reçu le routeur Lite en premier. Voilà pour les cas de scénario. On a été un peu vite, mais c'est ce que j'avais expliqué. Et ensuite, je voulais vite faire venir sur la version 2.6 qui vient de sortir. Donc elle est en bêta, même en alpha, donc ne vous jetez pas trop dessus. Mais en gros, ils font un routage intelligent qui était quand même assez attendu, donc que seulement pour les messages directs. Donc c'est pratique pour les messages privés, le remote admin, ou pour demander des informations à un nœud en direct. Par exemple, quand on clique sur la bulle dans l'application Android et qu'on fait request info ou position, c'est un message direct. Donc comment ça va se passer? Première étape, donc de A à D. Ça va être le schéma classique qu'on connaît, que je vous ai expliqué. Par contre, au retour, chaque nœud va rajouter dans sa trame qui est-ce qu'il a entendu. Donc, D pour aller à B, B va rajouter comme quoi c'est D qui a parlé. Et de B pour aller à A, B va rajouter que c'était lui, etc. Donc, quand A voudra reparler à D une prochaine fois, il va mettre dans sa trame par qui il a entendu, par qui il est passé pour aller d'un tel à un tel. Et donc, c'est que celui qui est désigné qui va retransmettre. Si au bout de N fois, A n'a pas entendu B et retransmettre sa trame, ça repart en mode flooding classique. Et voilà. Donc, c'est une petite avancée. Faut utiliser les messages directs, sachant que nous, on fait plus du message de groupe. Ça reste du flooding à tout va quand même. Mais vu que les nœuds entre eux, et on ne le sait pas, communiquent directement pour avoir chacun l'info de chaque nœud, ça peut optimiser le réseau et faire moins travailler quand même nos équipements. Voilà, et en plus de ça, la 2.6 apporte énormément de fonctionnalités pour les écrans, donc pour les TDEC, les cartes sur les TDEC, une interface revue. Voilà, donc c'est une bonne version à surveiller et qui va être quelque chose de bien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions parce que je suis à la fin de la présentation. Ouais, alors on va attendre le micro.
Question de novice. J'ai découvert Matchtastic en tant que réseau fondamentalement décentralisé et ne nécessitant aucune autre infrastructure que les nœuds clients. Ce que tu nous présentes là ressemble à un début d'infrastructure avec des nœuds relais donc positionnés sur des points stratégiques. Et donc tout ce système-là a vocation à fonctionner avec certains paramétrages. L'objectif de Matchtastic et de Golix, c'est de déployer autant que possible. Et est-ce que justement, quand idéalement on aura un maillage de, par exemple, un nœud par kilomètre carré, sur le territoire français, permettez-moi de rêver un peu. Oui. Est-ce que le paramétrage actuel fonctionnera aussi avec un tel déploiement? Alors, de base, il ne faut pas compter sur faire la France entière en Matchtastic. C'est déjà bien si on arrive à faire les régions, les départements limitrophes. Effectivement, on met de l'infrastructure, on met des nœuds sur les montagnes en mode routeur, etc. S'il tombe, typiquement, nous, sur Grenoble, on perd juste la liaison avec Lyon. Bon, effectivement, ceux qui sont en plein centre-ville aiment bien avoir des nœuds en hauteur parce que passer en plein centre-ville, il faut vraiment être maillé vu toutes les interférences. Mais ça fonctionnera toujours. Après, la question, je n'ai peut-être pas bien saisi. La configuration, qu'est-ce que vous entendez par là? Le paramétrage d'une manière générale. Sur chaque nœud client et du coup sur chaque nœud routeur aussi. Est-ce qu'il y aurait une autre stratégie de paramétrage lorsqu'on atteindra un déploiement, un maillage optimum? Bon, ça marche pas. Si, ça y est. Il y aura forcément des choses qui évolueront. Oui. Les paramétrages d'aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes demain. Alors quand je dis demain, c'est pas demain, mais dans X temps. Mais avant qu'on ait besoin de changer quoi que ce soit, je peux vous garantir qu'il va falloir en poser des nodes. Hein. Ouais. Et puis même, il n'y aura pas grand-chose qui changeront. Non. Parce que de base, même si un nœud routeur ne connaît pas les canaux sur lesquels, si par exemple c'est un canal privé avec une clé qu'il ne connaît pas, le paramétrage par défaut, c'est pas grave, on le relaie quand même. C'est une question qui m'a été posée tout à l'heure, ça. Si alors je ne sais plus qui, je suis désolé, si mon nœud en hauteur, par exemple, n'a pas les canaux que j'utilise moi, par exemple, il n'a pas le canal AdraSec, c'est un exemple, hein. Est-ce que l'AdraSec, quand elle va envoyer les messages, ce nœud va quand même répéter son message? Donc en gros, tu viens de répondre à une question, je ne sais pas qui me l'a posée tout à l'heure. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a qui voulait répondre, et après j'amènerai à Célestine. Ah d'accord, bon, j'amène le micro à Célestine. C'est toi qui as posé la question, voilà. Donc c'est ta réponse. Alors il y avait une autre question qui allait découler du coup. Est-ce que tu peux utiliser donc un nœud et lui faire répéter un canal sans que la clé du canal soit provisionnée sur le nœud en question? Oui. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Dans les paramétrages, il y a un paramétrage qui s'appelle Rebroadcast Mode, il me semble. Et tu peux dire que oui, tout, ou seulement ce que tu comprends, ou seulement le nœud que tu connais que tu as déjà vu passer une fois. Enfin, il y a plusieurs règles. Mais par défaut, c'est ouvert à tous. Sauf sur le 42, où on est limité au local only pour l'instant, pour limiter le trafic. Et après, j'amènerai... Local only qui veut dire que seuls les canaux connus du nœud sont retransmis. Je vais faire une petite digression. Si le réseau augmente énormément, déjà aujourd'hui on est bloqué sur le nombre de nodes qui peut être en mémoire dans chaque terminal qui, dans la plupart des équipements, est limité à 100. On se pose la question depuis quelque temps de faire des versions de firmware custom afin d'augmenter la base de données des nœuds, afin de pouvoir stocker plus de nœuds dans la mémoire de nos équipements. Après, oui, il y a beaucoup d'évolutions qui pourront venir, mais si on doit vraiment devenir énormément plus nombreux, il va falloir penser à l'annuaire de stockage dans les nœuds,
Il va falloir penser peut-être aux hop aussi, peut-être à les augmenter, mais tout ça, ça va passer malheureusement par un firmware custom qui ne sera pas, qui sera une base Meshtastic, mais adaptée à notre utilisation. Je ne sais pas si ça peut répondre en partie à la question. Ouais, moi je peux rebondir sur le fait qu'on peut mettre que 100 nœuds actuellement. C'est une contrainte matérielle de mémoire, hein, donc ils ont dit 100 nœuds, c'est tout ce qu'on peut mettre parce qu'il faut stocker pas mal de choses à chaque fois pour chaque nœud. Surtout que maintenant qu'ils ont mis du chiffrement pour les messages privés entre nœuds, il faut que chaque nœud sauvegarde la clé publique. Donc je sais pas, enfin la clé, on va dire, sans rentrer dans les détails. Donc pour chaque nœud, donc 100 fois c'est 32 octets, il me semble, ça fait beaucoup au bout d'un moment pour une petite carte. Donc les ESP32, il me semble qu'il ne reste plus beaucoup d'espace disponible après en stockage. Si on part par exemple sur un RP2040, donc le Raspberry, eux on pourrait monter à bien plus, ils ont bien plus de mémoire. Enfin, tout dépend de la carte. Et puis je pense que les développeurs se sont dit 100 nœuds pour un réseau normalement qui est censé être local, je pense que c'est largement suffisant. Donc nous on a un usage, on essaye de relier un peu tous les départements, donc on arrive à beaucoup. Mais normalement, voilà. Alors vous êtes saturé? Oui, on est saturé. Rien qu'en radio, nous, on a atteint déjà les 60-70. Alors si on passe en MQTT, effectivement, on est foutu. Quand tu es face à un nœud, est-ce que tu l'effaces en mémoire aussi? On va répéter la question. Alors, je répète la question. Quand on efface un nœud sur l'application, ça l'efface vraiment dans la base de données de l'application. Tout comme quand on met un nœud en favori sur l'application, ça le met en fait en favori aussi dans la mémoire du module. Oui, alors, petite question par rapport à nos installations là sur le 43. On a effectivement des modules qui sont très bien placés, entre autres le Moilambre, qui commutent avec Valence, Lyon, Grenoble. Malheureusement, en local, c'est une cata. Alors, quelle densité minimum on peut estimer avoir besoin sur notre secteur en sachant que c'est vallonné pour avoir un réseau qui puisse réellement devenir stable et efficace? Je ne sais pas en termes de nodes sur des kilomètres carrés, je ne sais pas. C'est très compliqué parce qu'effectivement ça marche très très bien, mais en local, malheureusement, dès qu'on descend un petit peu dans la vallée, on n'a plus rien, quoi. Peut-être parce que le Mont-Alambre est peut-être un peu trop haut pour... Enfin, je ne sais pas après. Nous, je vois sur Grenoble, le maillage en plein centre-ville ne sert à rien, franchement. C'est plutôt, on a des nœuds en point haut et des nœuds assez bons, assez bien placés. Et une fois qu'on les touche, on sait qu'on va aller loin. Mais si on est en plein centre de Grenoble, par exemple, j'arrive pas à passer, hein, même s'il y a plein de gens qui sont équipés. Donc, c'est mon expérience. Je sais qu'en pleine campagne, donc Christophe, qui sera là cet après-midi, a du mal à faire 40 km. Donc, il est obligé d'avoir un nœud à 20 bornes de chez lui qui arrive à passer, ou le nœud sur la montagne. Donc ouais, il faut quand même que ce soit assez dense, je pense, et c'est comme ça que Meshtastic a été conçu, mais j'ai aucune densité à vous donner. En vrai. Ça va vraiment de ton local, enfin de ta configuration locale. Pour donner une ordre d'idée, moi sur ma commune, avec 3 nœuds, je fais 80%. Et les 20% qui restent, c'est parce que c'est des vallons qui sont séparés de la partie centre-ville, et j'ai un nœud de chaque côté de la commune que tu connais, hein. Donc j'ai un nœud côté Pilat, j'ai un nœud côté Roche-la-Molière, et j'ai le nœud de la maison. En gros, le nœud de la maison, c'est celui qui sert de passerelle, les deux autres ne sont pas connectés à Internet. Donc je pense qu'en gros, avec les deux autres nœuds, je couvrirais déjà plus de 50% de ma commune. Mais parce que j'ai la chance, pour une fois, d'habiter dans une vallée, donc effectivement, si tu en mets un de chaque côté en bonne hauteur, ça passe beaucoup plus loin. Et puis... Ah non, alors par contre ça c'est un truc, il faut vraiment qu'on discute aussi, mais on pourra peut-être mieux en discuter cet après-midi. C'est par exemple, il y en a qui ont sorti des antennes verticales à 10 dB de gain. Vous pouvez poser la question à Sébastien, on en a longuement parlé. Sur vos points hauts, si vous mettez des antennes comme ça ne sert à pas grand-chose si ce n'est à faire des grands kilométrages. Parce qu'en fait, tout ce qui sera en dessous, le lobe de rayonnement, vous allez tout ignorer. Alors pour les radioamateurs, ça paraît d'une simplicité absolue, parce qu'on a tous eu ce genre de problème. Et pour les autres, prenez bien en compte, si vous prenez par exemple une antenne 10 dB qui a déjà beaucoup de gains, si vous la mettez, vous n'allez pas forcément rayonner autour de chez vous. Et surtout, vous n'allez pas rayonner en dessous. Oui, c'est ça, en dessous. Voilà. Voilà. Oui. Vous allez aller super loin, entendre très loin, couvrir très loin. C'est tout bizarre, parce que quand on a fait la première montée, le premier essai sur le Mont d'Alambre,
on était à 70 km avec des antennes et une puissance d'origine, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu sur mon point haut, donc qui tape sur Lyon, j'avais une 5 dBi avant, ça marchotait, je suis passé à 8. Alors, j'ai pas perdu le local parce que l'emplacement fait que je l'ai pas perdu, il n'y a pas de nœud sous moi à part ma maison, mais voilà. Par contre, j'ai bien augmenté pour aller sur Lyon, donc c'est vraiment un nœud fait pour aller sur de la longue distance. Et mon nœud, par exemple, tape très bien dans le Mont Alambre sans problème. Ça dépend de la propag, des fois il y a le retour aussi, donc c'est bien. Mais voilà, effectivement, les antennes à haut gain, c'est vraiment à privilégier pour faire de la grande distance et pas ce qu'il y a en dessous. Ouais. On a exactement le même problème sur ce qu'on a en APRS finalement, parce qu'on a un réseau qui est maillé, mais du coup, il faut comprendre ce qu'on veut mettre en place. C'est-à-dire que la limitation de 100 nœuds me paraît logique et difficilement multipliable, parce que de toute façon, à un moment donné, on ne pourra pas avoir des centaines et des centaines de nœuds. Et donc, du coup, c'est de se dire, pourquoi je déploie un réseau? Est-ce que je déploie un réseau parce que je n'ai pas beaucoup d'utilisateurs, et auquel cas, il va falloir une typologie de réseau? Et peut-être que, heureusement, on aura plein de gens qui vont rejoindre le réseau, et qu'il faudra à ce moment-là adapter le réseau, puisqu'il ne sera plus adapté au nombre d'utilisateurs, au nouveau nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être certains nœuds qui étaient super bien placés, qui avaient besoin qu'ils soient répéteurs, qu'ils ne le soient plus, parce qu'il faudra peut-être se concentrer sur ce qui se passe en centre-ville, des choses comme ça, et avoir une autre typologie sur la grande plaine. Là, on commence déjà à mettre le doigt dessus, et c'est exactement la même chose qu'on a sur la PRS. Si je suis en ville, c'est plus facile d'avoir le petit piéton avec son portatif, etc., etc. Alors que y a des stations qui sont fixes, et des stations mobiles, etc. Alors, les gens qui ont un petit deck dans la poche et qui sont en plein milieu de Saint-Étienne, excuse-moi, je suis en train de faire des analogies, mais et ça serait sympathique que ça puisse fonctionner, alors que peut-être je vais être un peu plus loin, ou je suis en voiture, etc. Donc c'est toute la difficulté de pouvoir adapter, qu'est-ce qu'on veut faire avec le réseau, ce qu'il doit faire et comment l'adapter. Transmettre une information au plus loin, peut-être, mais peut-être que l'information n'a pas besoin d'être au plus loin. Par contre, s'appuyer sur les serveurs, donc comme nous à APRS, mais les serveurs MQTT, pour dire voilà, j'ai besoin de savoir ce qui se passe sur le réseau à peu près partout, et auquel cas je me connecte avec une certaine façon sur un serveur ou des serveurs qui parlent entre eux, puisqu'il y a déjà une typologie en APRS où il y a 4 ou 6 serveurs nœuds principaux, et après on a ce qu'on appelle un rotate, c'est-à-dire qu'on se connecte sur des serveurs et chacun redonde les informations. C'est peut-être aussi ce type de typologie demain. Ça, c'est des choses qui de toute façon vont être nécessairement appelées à évoluer, en fait, à s'adapter. J'en profite que j'avais le mot, il est midi 10. Je finis juste pour l'histoire des 100 nœuds max. On abuse aussi beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui a 5 nœuds client mute chez lui, ça sert à rien. Ça prend 5 places dans tous les dispositifs de tout le monde autour de lui. Il y a par exemple le client Hidden qui existe. C'est le client classique qu'on utilise de manière normale. Sauf que il dit pas qui il est. Comme ça, effectivement, ça n'a pas d'intérêt pour le client. Mais au moins, ça ne prend pas de la place dans les modules des autres. Pareil, les routeurs, si on les laisse en routeur, c'est bête. Il y a le repeater, c'est la même chose, sauf que il ne prend pas de place chez les gens. Donc on arriverait à enlever toute une panoplie de nœuds en fait, qui nous sert. Tous les nœuds qu'on a sur le toit de la maison, quand on a des TDEC dans la poche, on pourrait les mettre en client hidden par contre. Et c'est exactement ce qu'il faudrait, et ça ne polluerait pas la place qu'il y a dans nos cartes, et on serait il y a moins de nœuds d'un coup. Voilà, c'est tout de la gestion et des règles à appliquer pour que tout fonctionne bien, quoi. J'ai des questions sur Internet. Oh. Donc il y a Nicolas qui pose la question suivante. La question a peut-être déjà été posée. Quelle est la meilleure bande pour la portée 433 ou 868 ? Donc moi, je vais apporter un élément de réponse parce qu'on en a aussi parlé ce matin. La priorité pour nous, c'est le 868. Et comme on est radio amateur, en plus, ça nous arrange bien parce que sur le site, le 433 est déjà occupé par du LoRa APRS. À vrai, ça dépend de ta région, Nicolas. Ça dépend de ton relief. On disait ce matin, par exemple, les collègues en Corse, on essaie le 868, la portée, elle est quasiment nulle. Par contre, le 433 rebondit mieux visiblement sur les montagnes. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Il dit « Je suis en Bretagne, nos points hauts ne sont pas très élevés. On oscille entre 0 et 150 mètres et 300 mètres pour le point le plus haut.
nous sommes confrontés en Bretagne à être atténués par la végétation. Ouais, je vais faire un vilain jeu de mots, enfin un vilain truc. En même temps, vu la pluie que vous avez en Bretagne, la végétation, c'est pas étonnant. Ah, je rigole, Nico. Eh ben, on se connaît bien avec Nicolas, il sait bien que je chambre. Donc voilà l'élément de réponse que moi je peux t'apporter pour avoir fait les essais des deux. En 433, tu es limité en 10 milliwatts, en 868, tu es limité à 500 milliwatts. Donc quand tu n'as pas des phénomènes de rebond, le 868 me semble être une bonne option. PAR. Oui, non, c'est important de le dire. C'est pas sorti du module. Je vais te raser tes montagnes. Ah ouais, bah, tu peux, moi les montagnes, je m'en fous. On a des Savoyards dans la salle, tu peux essayer de raser les leurs, tu auras plus de boulot. Ah oui, il n'y a pas de souci. Après, j'ai 4GLD. 4GLD qui n'ose pas parler, voilà, qui nous demande comment faire un serveur MQTT. Bah, tu n'as qu'à regarder ce qui est écrit sur le site internet de Golix parce qu'on explique comment monter un serveur MQTT sur un Raspberry Pi 3. Donc, je ne vais pas reprendre la modif ici. Suivant le type de serveur que tu veux installer, ça va être plus ou moins compliqué. Mais honnêtement, si c'est juste pour faire joujou, il va très vite être installé. Après, c'est quand tu veux faire des accès sur l'extérieur que ça devient un peu plus compliqué. C'est quand tu veux tester certains serveurs MQTT autres que Mosquito, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, tu vois, pour installer Mosquito, on l'avait fait avec Kevin. En fait, quand le premier Mosquito que j'ai installé à la maison, Kevin me tapait les commandes, je les tapais, je faisais des copier-coller et on a fait l'article comme ça. Donc si on n'est pas assez défini sur le site, il reste encore la sauvegarde de l'article d'origine qui était sur le wiki des FRMcom, parce qu'à l'origine c'est là qu'on l'avait écrit, et dans lequel tu as comment installer un serveur sur un Raspberry Pi. Et après, sinon j'ai une bonne adresse. 3615 Célestine. Non, je dis pourquoi je dis ça en rigolant, mais je me suis cassé la tête 4 jours à essayer de programmer des choses sur le Pi 400. Au bout de 4 jours, j'ai rien qui marchait. J'ai utilisé mon droit d'appel à une amie. J'ai appelé Célestine, elle a réglé le problème en 1h30. Ah bah, tu vas dire ça, Célestine, que c'était long. Moi, par rapport à mes 4 jours, c'est très très court. Dernière petite question, si vous me permettez. Par rapport aux cartes des réseaux Meshtastic Golix, quel est le délai de la mise à jour de la carte ? Ça dépend Ça dépend du parcours qu'elle fait, déjà. Non, mais... si tu fais mais je veux dire, ça dépend déjà si tu le fais, si tu touches une passerelle en un bon ou si tu touches la passerelle en 6 bons. C'est pour apparaître sur Internet ou c'est sur l'application Android. C'est sur Internet, normalement, ça prend environ 1 minute. Après, ça dépend de la carte, de l'intervalle en fait, que tu as réglé sur ta carte. Si tu as mis ta position une fois toutes les 8 heures, il faudra attendre 8 heures. Par contre, dans le menu MQTT, donc sur l'application, il y a une partie Map Reporting. Elle, il faut l'activer. Tu peux la mettre, bon, pas non plus à toutes les 60 secondes, mais tu peux la mettre par exemple à 15 minutes, 1 heure. C'est vraiment des trames qui partent que pour les cartes et qui ne partent pas en LoRa. Elle, tu peux les activer et ça ne mange pas de pain et au moins ça partira sur Internet sans déranger le réseau radio. Disparaissent des cartes ? Alors, sur ma carte, j'ai mis 3 jours, il me semble. Et 7 jours, ça disparaît de la base de données, donc on ne le connaît plus. Et sur les autres cartes des autres, je ne sais pas. Elles sont open source, leurs cartes, donc il faudrait juste aller voir le code. Il me semble que sur celle de Liam Kotol, c'est 1 mois. Et Meshmap, l'officiel, enfin, il ne me semble pas que ce soit la vraie officielle, mais je ne sais plus, il faudrait regarder aussi.